Espace Éco, nouveau numéro, bienvenue à tous. Son coût économique élevé et le danger qu'elle représente pour la santé publique en font un véritable fléau pour le continent. Un fléau d'une telle ampleur qu'il est difficile pour les Africains de distinguer les originaux de leurs copies. Textiles, médicaments, produits cosmétiques, pièces détachées automobiles, appareils électroménagers, produits alimentaires, rien n'échappe à la contrefaçon. Selon une statistique rendue publique en 2017 par l'Union des fabricants pour la protection de la propriété intellectuelle, 10% des produits échangés dans le monde sont des contrefaçons. Au cœur de cette gangrène qui menace finances publiques et emplois, l'Afrique est devenue une cible privilégiée. Conséquence, les faux venus pour l'essentiel d'Asie se déversent en partie sur le marché africain. Il semble cependant que les États du continent n'aient pas encore pris la mesure du phénomène. Mais pourquoi l'Afrique demeure-t-il le ventre mou de la lutte anti-contrefaçon? Quelles sont les pistes de solutions pour protéger le marché africain? Eh bien, restez avec nous, on en parle juste après cette courte pause. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Rodrigue Raoul Rustico. Bonjour. Analyste financier, fiscaliste, auditeur comptable senior. Vous êtes également l'associé gérant du cabinet Phoenix Management à Cotonou au Bénin. Bienvenue. Merci beaucoup. Également avec nous sur ce plateau, Casimir Pédior, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour Crépi. Journaliste économique, vous êtes également le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être avec nous, Casimir. Alors, la contrefaçon ne cesse de prendre de l'ampleur sur le continent africain. Avant d'aller plus loin dans cette discussion, Rodrigue Raoul Rustico, quand on parle de contrefaçon, qu'est-ce que nous devons retenir? Alors, merci beaucoup. Quand on parle de contrefaçon, pour être très simple, c'est une usurpation de droit. D'accord, c'est une usurpation de droit. C'est comme on le dit souvent, vous voyez une entité, par exemple, qui est détenteur de la production d'un bien donné et que vous n'avez pas naturellement le droit de le reproduire, mais vous le reproduisez tout simplement à des fins purement économiques. Et donc, c'est de la tricherie. Et la contrefaçon, c'est de la tricherie. La contrefaçon, c'est un acte illicite qu'il faut décourager. Et je pense que tout au long de cette émission, nous allons parler un peu de ses impacts sur la chaîne économique. Casimir Pédior, c'est une tricherie qu'il faut décourager, la contrefaçon. C'est le mot le plus approprié donc, pour définir la contrefaçon. C'est de la triche, mais à une certaine échelle qui donc perturbe la chaîne de production, mais aussi affecte l'état de santé, non seulement de l'économie, mais aussi de la population. Ce n'est pas conseillé, mais pourtant c'est fait. Et ici, il convient donc d'attirer l'attention sur ce phénomène qui de plus en plus commence à s'installer, malheureusement, en Afrique, surtout comme la norme. Aujourd'hui, quand ce n'est pas de la contrefaçon, on a quand même l'impression que le produit n'est pas de qualité. Donc vous voyez aujourd'hui la ribambelle donc, de produits déversés sur le continent. Pour la plupart, c'est les produits contrefaits qui prennent le plus souvent de la valeur. La population va beaucoup plus vers cette mal-donne industrielle et on se demande où va véritablement les consommateurs. Alors, de plus en plus perfectionnée, cette contrefaçon, au point où on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Au départ, c'était à l'étape artisanale, c'est devenu plutôt industriel. Qui sont ces contrefacteurs? Non, les contrefacteurs, c'est naturellement des agents aussi, des agents économiques, parce que c'est des gens qui sont toujours à la recherche des opportunités en termes de production, en termes de contrefaction, parce que se disent que c'est une bonne manière pour eux, naturellement, de se faire quand même une manne financière. Alors, donc, c'est des gens indélicats qui sont tout simplement là pour pouvoir, je ne sais pas trop, utiliser tout simplement votre droit pour se faire de l'argent. Donc, ce n'est pas des individus, c'est des humains comme vous et moi qui sont des contrefacteurs. Donc, ce qui est important aussi à souligner par rapport à cela, c'est que c'est des gens qui sont animés d'une mauvaise volonté, de détruire tout simplement la chaîne de production.
vous savez, pour chuter rapidement sur les difficultés que les entreprises rencontrent aujourd'hui, parce que vous allez voir beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont assez de difficultés à cause de ces contrefacteurs-là, parce que le chiffre d'affaires a diminué naturellement considérablement, et ce qui fait que à l'intérieur, la valeur ajoutée créée, elle est en baisse, et cela a tellement de conséquences. Et donc, en la matière, lorsque vous prenez également cette histoire de contrefaçon, cela a un impact direct sur l'État. Vous savez, cela échappe naturellement au fisc, parce que l'État ne parvient pas à collecter des impôts État sur les produits contrefaits. Et voilà. Donc ça, c'est des fuites, naturellement, des ressources d'ordre public. Et cela agit naturellement sur les dépenses dans les infrastructures de base. Vous voyez un peu le niveau auquel la contrefaçon peut pouvoir normalement toucher sur la chaîne économique. L'autre chose également, c'est que cela touche naturellement également les consommateurs. Parce que les consommateurs se disent, j'ai pas un pouvoir d'achat élevé, et donc voilà, j'ai quand même un bien qui me coûte un peu moins cher par rapport à l'autre bien, et donc je vais me procurer de ce bien-là. Donc le rapport qualité-prix, alors ça pose un problème parce que le pouvoir d'achat de l'individu est vraiment à la baisse. Donc l'un dans l'autre, c'est tout un ensemble d'accords qui cautionne naturellement la contrefaçon. Aussi, il faut comprendre que la contrefaçon peut être également une source de compétitivité pour une entreprise. Parce que lorsque vous voyez vos produits être transformés contrefait, vous vous demandez, mais quel alors développement je dois pouvoir faire pour sécuriser alors mon bien. Ça peut naturellement être également une bonne source. C'est pour vous dire que ça a des conséquences également positives, naturellement, sur une entreprise qui aspire vers le développement. Beaucoup plus de conséquences négatives voilà. De conséquences positives. Alors, Casimir Pédior, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que derrière ces contrefacteurs se cachent des cartels, se cachent des réseaux qui alimentent des milieux terroristes. On ne le dit pas souvent. Et ça, on parle de blanchiment de capitaux. Vous savez, vous avez posé tout à l'heure une question que je voudrais donc renforcer ou du moins s'appuyer. Qui sont ces cartels, qui sont ces contrefacteurs, si l'expression existe? C'est avant tout eux-mêmes, industriels, qui produisent une qualité pour eux-mêmes, pour leur consommation, mais pour l'Afrique, étant toujours traité comme un peuple miséreux, un peuple de bas niveau, on a voulu donc fabriquer quelque chose destiné donc à ce continent. C'est toute l'idée de la contrefaçon. C'est eux-mêmes qui produisent donc la bonne qualité, et c'est encore eux, à travers donc des annexes ou je sais pas, des usines parallèles, qui donc produisent une certaine qualité de bas niveau donc qu'on déverse sur le continent. C'est pas exclu de citer donc le vieux continent dans cette œuvre, je ne sais pas, de bas niveau. Et aujourd'hui, on en est arrivé donc à un système mondial, à un système de production de bas niveau qui donc leur échappe, parce que entre-temps, il y a de nouveaux partenaires, il y a de nouveaux donc industriels qui ont pris autrement cette méthode-là, cette contrefaçon comme une norme, et qui ont commencé donc par envahir le même marché avec des produits de bas niveau. Et puis, eux-mêmes, Européens, aujourd'hui, sont victimes de cette contrefaçon. Donc, ça a formé donc, ce qu'on peut appeler désormais un monstre, le virus, qui est parti donc d'une simple idée à chosifier, à minimiser un peu. Aujourd'hui, c'est devenu une gangrène au point où, en Europe, aujourd'hui, il est oisible donc de citer une communauté que je ne veux pas nommer ici, en termes donc d'électroménagères, en termes donc de produits 2.0 si vous voulez, en termes de tout ce que vous avez là, qui aujourd'hui gangrène le marché européen, qui aujourd'hui laisse beaucoup donc de suspicions sur le marché. Et vous l'avez dit, derrière donc cette idée, c'est des cartels, c'est des groupes, c'est des multinationales qui aujourd'hui donc financent le terrorisme, financent donc la guerre, financent donc la ruine économique et politique de nos États. Et ceci, on pourrait demander à qui cela profite. Vous savez, ça profite ne serait-ce que donc à eux. Parce qu'aujourd'hui, pour financer le terrorisme, pour financer donc des activités illicites, est-ce qu'on a besoin donc d'aller dans un contresens de la loi, de la législation? Pas forcément. Donc véritablement, il va falloir que l'ordre normal puisse revenir. Il va falloir donc que ces scientifiques puissent revenir à la normale, un peu comme l'a dit l'autre, science
science sans conscience, voilà, n'est que ruine de l'âme. Il faudrait véritablement que la conscience professionnelle puisse reprendre maintenant pour que véritablement tous les peuples soient donc équitablement traités. Alors, toujours est-il que les chiffres font froid dans le dos. La contrefaçon est estimée à 10% des échanges au niveau mondial. Ces chiffres atteignent 30 à 80% des produits vendus sur le continent en fonction des secteurs. Mais qu'est-ce qui, selon vous, favorise cette expansion massive du fléau sur le marché africain? Il faut déjà dire que ce phénomène date de longtemps. Le premier facteur favorable, c'est déjà donc, la sociologie africaine. De tout temps et de tout lieu, les Africains ont été vus comme un bas peuple. Des gens donc, qui ont présenté l'aspect des personnes qui ne consomment pas la qualité. Je veux citer l'esclavage. On nous a toujours amené ici des produits de contrefaçon, des produits de bas qualité, des pacotilles. Pourquoi penser la chose de cette façon, alors que la contrefaçon n'est pas que l'apanage du continent africain. La chose, les autres continents également en souffrent. L'Europe en souffre, les États-Unis en souffrent. Vous l'avez dit tout à l'heure, les produits déversés sur le continent, la contrefaçon représente 10% et à une proportion jusqu'à 80% aujourd'hui de ce qu'on consomme sur le continent ressemble à de la contrefaçon. Et déjà, je pars donc de ce principe où dit, l'idée était donc précoloniale ou je ne sais pas de quelle époque. Première raison, premier facteur, donc, c'est cette envie donc, de voir les Européens toujours supérieurs aux Africains. Au-delà de ça, il y a aussi le boom démographique que représente donc, le continent africain. Aujourd'hui, le continent africain se place 3e après la Chine et l'Inde. Mais bientôt, d'ici donc 2030 ou 2045, pour être plus précis, le continent africain sera juste avant la Chine, c'est-à-dire nous allons dépasser donc l'effectif de 1,5 milliard. Et donc c'est un potentiel qu'il ne faut pas négliger. Et aujourd'hui, cette population n'a pas le pouvoir d'achat pour acheter les produits de bonne qualité. Vous voudrez bien excuser cette analyse parce que l'exemple il est là. Lorsque les Européens viennent ici en Afrique, quand ils vont au supermarché, nous, Africains, on va plutôt dans les marchés publics pour aller acheter. Et le même produit que vous retrouvez dans un supermarché à un prix X, vous allez retrouver ce même produit à un prix X moins. Donc, c'est véritablement un problème de conscience collective. C'est un problème donc d'éducation du continent. C'est un problème des intellectuels qui doivent pouvoir aujourd'hui mettre sur la table le débat sur qu'est-ce que nous consommons, quelle est la qualité de ce que nous consommons. C'est aussi un débat de nos politiques qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent donc pas à disséminer la vraie politique du consommateur, la vraie politique du produit que doit donc être destiné aux Africains. Ça pose véritablement donc ce problème et je crois que de plus en plus, il faut que des voix s'élèvent, il faut que les consommateurs, le représentant, les associations donc des consommateurs puissent véritablement éduquer le peuple sur donc ces pratiques, mais aussi donc les gouvernants pour que véritablement on puisse assister à un revirement, sinon à un changement de paradigme, pour que véritablement le continent africain soit traité au même rang, par exemple, que l'Europe, que l'Amérique et pourquoi pas que l'Asie. Audrey Graul-Rustico, comment expliquez-vous l'expansion massive de tel fléau sur le continent? L'expansion massive de ce fléau est due au fait qu'on a toujours considéré l'Afrique comme un dépotoir, comme le dernier consommateur des déchets. Et puis on nous envoie ce qu'on ne peut pas consommer de l'autre côté. Et on se dit également que nous n'avons pas un pouvoir d'achat aussi élevé. On se dit également qu'en interne, nous ne produisons pas bien en interne. Nous laissons ce que nous avons en interne. Et vous voyez, et la plupart du temps, ce qu'on nous envoie en contrefaçon, c'est des éléments qui sont puisés la plupart du temps de nos matières premières, mal transformés, et qu'on nous les renvoie encore et on va encore les racheter. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que la manière par laquelle on voyait l'Afrique, c'est de cette manière-là en réalité ils envoient les éléments.
Je prends un cas très simple. Vous savez, je prends le cas même des véhicules d'occasion, par exemple, qu'on ne peut plus utiliser chez eux. Mais c'est ça, on nous envoie pour qu'on puisse, nous, les utiliser ici, sur le plan national. Donc, c'est pour vous dire que nous devons revoir un peu la manière par laquelle le consommateur doit pouvoir agir. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez voir implanter un peu partout des supermarchés, mais combien de personnes, d'accord, peuvent vraiment aller dans un supermarché alors se procurer un bien? Oui. C'est vrai qu'à la plupart du temps... Encore que dans les supermarchés, il y a des produits contrefaits. Absolument, absolument, parce que là, c'est le luxe qu'on vous vend. En réalité, c'est le luxe qu'on vous vend, c'est le décor qu'on vous vend, tout et tout. Donc, il va falloir quand même que les associés des consommateurs travaillent par rapport à ce... Alors, au-delà du pouvoir d'achat faible des Africains qui favorisent un peu la chose, parce que des fois, le consommateur est conscient de ce que c'est que le produit qu'il veut prendre, qu'il veut acheter est de moindre qualité, mais il le prend parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter le produit de haute qualité. Au-delà de cette faiblesse de pouvoir d'achat des Africains, est-ce que le problème ne se pose pas au niveau de la porosité de nos frontières, qui trouve sa source dans une corruption endémique qui prend racine, qui s'est enracinée, disons, sur le continent africain? Absolument. Et la perméabilité de nos frontières aussi, c'est une des raisons principales, puisque les produits que nous consommons ne viennent pas du ciel. Et pour sécuriser les frontières, tout le monde sait, on sait déjà à peu près par où il faut passer pour sécuriser les frontières. Donc, il y a une politique d'abord de vérification au niveau des entrées, les barrières. Ils doivent mettre normalement des barrières d'entrée au niveau de chaque nation, mais on ne le fait pas. Parce que vous imaginez aujourd'hui, dans ce pays, bon, au Bénin précisément, on avait parlé des médicaments frelatés, tout et tout. Des faux médicaments. Des faux médicaments, mais ces médicaments-là passaient pas quelque part pour être là. Mais jusqu'à un passé récent, on n'a pas pu régler ce problème-là. Même si aujourd'hui, le problème semble être réglé, vous voyez toujours des gens qui vendent toujours cela. Cela veut dire qu'il y a un problème de sécurisation au niveau des frontières qui se pose. Et donc, l'un dans l'autre, les gouvernants doivent pouvoir faire l'effort de sécuriser d'abord les frontières. Ça, c'est le premier élément d'abord qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place. Parce que lorsque vous laissez libres les frontières, vous donnez la chance alors à ces malfaiteurs-là d'envoyer alors des produits de ce genre-là. Et quand ces produits-là rentrent sur votre territoire, comprenez avec moi que c'est la maladie que vous ramassez parce que, en réalité, la population qui n'a pas un pouvoir d'achat un peu élevé est obligée de sauter alors sur des produits de basse qualité, pensant que c'est une opportunité. Or, en réalité, ce n'est pas une opportunité, c'est bel et bien des menaces sanitaires. Donc, il faut que les dirigeants travaillent pour qu'on puisse sécuriser nos frontières et améliorer tout simplement la production locale. C'est le plus important, parce que ne pas produire localement, parce que vous savez, les contrefaiteurs ne sont pas ils ne viennent pas en économie de façon spontanée. Ils identifient un besoin, ils savent quand même que ceux-là sont dans tel besoin et ils fabriquent ça, ils vous envoient ça rapidement et automatiquement tout le monde saute là-dessus. Et c'est ça, en fait, qu'il faut décourager. Et donc, s'il n'y a pas de barrière d'entrée, et si on ne met pas de barrière d'entrée, si on ne filtre pas les entrées, on va toujours assister à des envahissements de ces produits-là sur notre territoire. Et par conséquent, la santé va prendre un coup. Et si la santé prend un coup, comprenez avec moi que le développement se prendra un coup. Casimir Pédio, la porosité des frontières. Oui, à la porosité des frontières, vous avez ajouté aussi la maldonne au niveau donc, des acteurs qui donc surveillent ces frontières qui aujourd'hui sont corrompus au niveau donc de ces frontières. Oui, c'est une réalité aujourd'hui et sans vouloir citer les acteurs, il faut dire que c'est quand même un véritable problème qui gangrène, qui nuit donc véritablement au commerce mais aussi à la santé des populations. Vous savez, aujourd'hui la corruption est arrivée à un seuil où l'Afrique aujourd'hui semble donc vous voudrez bien excuser l'expression, légaliser cela. On a comme l'impression que lorsque vous êtes dans une administration où les gens se comportent comme cela se doit, c'est-à-dire ne sont pas corrompus, on les trouve bizarres, on demande si ceux-là, ils vivent sur la même planète que les autres, quoi. Et donc, au niveau de nos frontières, le mal, il est plus dangereux au niveau donc, de nos frontières où, avec quelques billets donc, de banque, ces messieurs qui sont chargés donc de surveiller ces produits laissent passer, laissent entrer, mais sans pouvoir se soucier de l'état donc de santé, non seulement de la population, mais aussi de l'impact négatif donc de ces produits sur la qualité donc des échanges entre nos pays et donc l'étranger. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, hein, le verre dans le fruit.
l'Européen n'est pas venu sur le continent parce qu'il a envie donc de sous-estimer donc ce peuple. C'est nous-mêmes. Nous sommes véritablement les facteurs donc de notre nuisance. À nos frontières, ce n'est pas des Européens qui sont là, c'est nous-mêmes Africains, c'est nous-mêmes Béninois, c'est nous-mêmes Togolais, c'est nous-mêmes Ivoiriens qui sommes donc responsables de cette maldonne. Et au-delà de ça, c'est aussi nos gouvernants et toute la société avec, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas importer du Bénin l'ananas. Enfin, dans un passé très récent, vous ne pouvez pas importer l'ananas du Bénin vers l'Europe. Il y a un embargo qui a été mis dessus. Vous savez, depuis un certain temps, l'Europe a mis un embargo sur le vol, donc, la destination Europe des appareils Boeing de cette marque-là, qui aujourd'hui fait parler de lui, tout simplement parce que chez eux, ils ont des normes en termes de qualité. Ils ont des normes, ils ont un respect pour leur population. Ils ont installé donc des structures qui contrôlent l'entrée et la sortie donc, des produits. Et donc, n'importe quel produit ne quitte pas n'importe où pour venir sur le territoire européen, pour venir concurrencer quoi que ce soit. Ils ont fixé des normes et ça se respecte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits, des produits bio, produits sur le continent africain, mais qui n'ont pas accès sur le marché européen, tout simplement parce que ce n'est pas frappé donc, du sceau de l'Europe ou peut-être sur le territoire américain. Pourquoi eux sont aussi organisés? Pourquoi en termes de qualité, pourquoi en termes de contrefaçon, on ne peut pas aller copier ces normes-là et venir les contrefaire chez nous, adapter donc, tropicaliser donc cette manière de fonctionner. Et c'est plutôt ce que eux autres ils rejettent que nous acceptons chez nous. C'est véritablement un problème de conscience, c'est véritablement un problème d'éducation donc de l'Africain. Et quand on parle de l'Africain, très tôt, on pense donc à cette masse laborieuse qui n'a ni été à l'école, qui ne sait ni parler le français, qui ne sait ni s'exprimer donc dans la langue de Molière ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas que eux. C'est aussi nos cadres, c'est aussi nos dirigeants qui ont été à l'école, qui connaissent tout ça, mais qui tout bonnement acceptent donc aller donc à cette œuvre donc d'un certain niveau très bas au niveau de la société. Il va falloir véritablement que nous travaillions dessus pour pouvoir corriger. Je donnerai cet exemple pour terminer. C'est par rapport donc au véhicule d'occasion dont il a parlé. Je suis d'accord que c'est un dépotoir. Mais figurez-vous que dans ce dépotoir donc, de produits, enfin de véhicules d'occasion chez nous, vous ne puissiez pas comprendre que les véhicules de 2016, la douane infligée donc aux véhicules de 2016 sont plus élevés que la douane infligée aux véhicules de 2006. Tout simplement parce que, je ne sais pas, 2016, les véhicules de 2016 sont encore plus de qualité que les véhicules c'est normal. Et normalement, les véhicules de 2016, normalement, devraient être moins chers en termes donc, de douane que les véhicules de 2006. Mais c'est tout à fait le contraire. Et vous vous demandez parfois si les autorités réfléchissent un peu avant donc, de fixer les normes en termes donc, de réglementation. Nous allons continuer dans ce débat. Je retiens de ce que vous venez de dire que le fléau bénéficie tout simplement du laxisme, d'une certaine complicité locale. Avec l'ampleur qu'elle prend, le risque est énorme pour les industries naissantes du continent, le continent qui est appelé à s'industrialiser. À cause de la contrefaçon, on cite l'exemple du Nigeria qui a perdu 150 000 emplois dans le secteur du textile en 10 ans. Entre 2004 et 2014, le chiffre d'affaires d'Uniwas, le leader du pain en Côte d'Ivoire, entre-temps a été divisé par 2 entre l'année 2000 et 2014. À ce rythme, c'est le secteur privé africain qui est en train de partir en lambeaux. C'est l'économie sur le continent qui est menacée. Oui, c'est l'économie sur le continent qui est menacée du moment où la contrefaçon agit directement sur les sociétés légales. D'accord? Quand on parle de société légale, c'est une société constituée formellement. Et cette société-là, quand elle se retrouve en face d'un concurrent illégal, elle voit quand même son chiffre d'affaires baisser. Alors lorsque le chiffre d'affaires baisse, c'est normal que le niveau de richesse créée baisse. Et n'oubliez pas que c'est par rapport à la richesse créée, il faut payer les salaires. Et si j'ai moins de richesse créée, c'est normal que je puisse payer moins de salaires. Et la conséquence pour cette société-là, c'est le licenciement. Et donc, c'est pour vous dire que la contrefaçon a un effet direct et immédiat, d'accord, sur les entreprises, parce que cela
entraîne directement la baisse de leur chiffre d'affaires. Et par conséquent, l'entreprise ne pouvant pas faire de miracle, elle est alors obligée alors de procéder à des licenciements. Donc, le licenciement, c'est l'un des effets néfastes, d'accord, de la contrefaçon. Et je pense que c'est une situation qu'il faut décourager dans la mesure du possible. Mais là, il va falloir que les gouvernements soient prêts pour le faire. Et jusque-là, je ne vois pas encore cet engagement-là pour pouvoir mettre des barrières d'entrée, puisque c'est nous-mêmes qui détenons nos frontières. Mais vous savez, on peut limiter le Bénin, on peut limiter l'Afrique. On connaît, il y a les frontières quand même de l'Afrique. On peut sécuriser ces frontières-là et mettre des barrières d'entrée. Et puis, bon, je pense que ça doit pouvoir aller. Casimir Pédior, les contrefacteurs ne paient pas d'impôts, ils ne paient pas de taxes, mais les conséquences sur l'économie sont énormes. Bien sûr, les conséquences sont énormes, mais vous avez commencé déjà par citer certaines conséquences déjà. Le Nigeria qui perd beaucoup en termes d'emploi, enfin, en termes donc de sécurisation donc des emplois des locaux. Vous avez cité donc en Côte d'Ivoire, UNIWAS également qui perd son chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'il y a un géant de l'autre côté donc de l'Asie qui vient donc reproduire la qualité. Non, pas la qualité. Reproduit le produit, si vous permettez bien, cette tautologie, donc reproduit le produit, mais de bas niveau, de basse qualité. Et de moindre coût. Et ceci échappe. Donc, en plus de tout ceci, arriver donc au cordon douanier, arriver donc au niveau maritime ou bien au niveau aérien ou peut-être au niveau terrestre, ce produit échappe au contrôle entre sur le territoire ivoirien ou bien sûr le continent africain et donc n'est pas taxé. Et ces messieurs quittent donc l'Asie, quittent l'Europe, parfois quittent les États-Unis. Très souvent, ce n'est pas donc ces deux derniers continents-là. Très souvent, c'est l'Asie aujourd'hui qui est maître et champion donc, en termes de contrefaçon sur le continent africain. Et donc, ces populations viennent chez nous frauduleusement, s'installent, créent à peine une société, cohabitent avec les nôtres, prennent l'identité des nôtres et donc exercent leurs activités au vu et au su de tout le monde sans payer. Et le danger donc dans tout ça, c'est qu'ils rapatrient la devise locale, enfin, ils rapatrient le CFA ou la devise locale vers leur patrie sans pour autant également payer ce qu'il faut. Et ça pose un véritable problème. On se demande encore si nous sommes dans des États souverains, si le Bénin est un État souverain, si la Côte d'Ivoire est un État souverain, si le Nigeria est un État souverain, pourquoi pas le Kenya? On a cité UNIWAS, on peut citer les appareils électroménagers, on peut citer même les iPhones, les consoles qui sont aujourd'hui contrefaits et qui sont acceptés par nos dirigeants tout simplement parce que entre-temps, il y a une valise qui a pris par là, quelque part au ministère ou au sein d'une direction, ou peut-être au sommet de l'État, je ne sais toujours pas. Et donc tout ceci fait que, ou peut-être on a supporté la campagne électorale d'un dirigeant qui a été élu et puis il a fermé les yeux donc sur ces pratiques. Aujourd'hui, on parle donc de l'industrialisation du continent africain, mais il faut nuancer. C'est beaucoup plus pour la triche que cette industrie est installée. Vous allez voir des usines donc de montage de pièces. Vous allez voir des usines, je ne sais pas, bizarres qui s'installent sur le continent. Et pour éviter donc la contrefaçon, on dépièce le produit pour que véritablement arriver au cordon douanier, on ne puisse pas reconnaître donc l'authenticité donc de ce produit-là. Ça vient, peut-être l'emballage vient avec un autre conteneur et c'est peut-être le cerveau pensant qui vient dans un autre conteneur. Et puis ici sur le continent, on agence tout ceci et on lui donne un nom assimilable donc à ce qui existait. Tout ceci est fait de complicité donc avec les acteurs locaux, avec les Béninois, avec les Africains. Et ceci, c'est en ça que j'attire l'attention donc des Africains pour dire, quand vous le faites, vous gagnez peut-être votre salaire à la fin du mois, mais votre petit frère, votre cousin, votre oncle, votre ami de l'autre côté perd son emploi parce que lui, il est installé dans une usine qui répond aux normes, qui donc paye ses impôts,
mais parce que sa société n'a pas vendu, il est obligé donc de regailler la rue, de regailler la maison, tout simplement parce que entre-temps, le chômage a pris par là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Nous ne devons pas être complices donc de cette évasion fiscale. Nous ne devons pas être complices donc de cette mal-donne économique. Nous devons décourager à jamais cela. Nous devons signaler donc ces messieurs qui quittent leur continent pour venir faire de bons chiffres d'affaires chez nous. Nous devons pouvoir les signaler à nos États. Et si les États ne réagissaient pas, nous devons attirer l'attention donc de l'opinion publique nationale et internationale sur donc cette complicité donc de destruction de l'économie. Alors l'Afrique est avant tout victime, est également coupable dans bien de cas parce que certaines statistiques l'ont rapporté qu'après la Chine, le continent africain est la deuxième zone d'exportation de produits contrefaits vers l'Europe, par exemple. Alors, chose qui impacte négativement la compétitivité des produits africains sur le marché international. Naturellement. Vous savez, avant d'aborder votre préoccupation, il ne faut pas occulter, vous savez, nous-mêmes en Afrique, nous avons un problème. Localement, déjà, la contrefaçon existe. Donc, c'est ça d'ailleurs qui développe un peu votre sujet là tout à l'heure. Donc, si déjà, en interne, nous ne parvenons pas à régler le problème, nous avons déjà des problèmes de contrefaçon en interne, comprenez avec moi que nous contribuons à cela. Et cela permet, d'accord, aux autres là, qui se disent grande industrie là, de prendre ça comme des opportunités. C'est des niches économiques pour eux. Parce qu'ils vont saisir cette opportunité-là et venir alors concurrencer encore mieux et davantage ceux-là qui sont sur le plan local. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons assez de difficultés. Je prends le cas, par exemple, du Bénin, où vous allez voir deux boissons identiques, mais producteurs différents. Localement, sur le plan local, ça pose un problème. Il y a des maisons où vous allez voir là-bas, c'est toujours des bouteilles qu'on a, tous les matins que Dieu fait, mais sachant qu'il y a une industrie qui est agréée pour ça. Ouais, donc, le problème, c'est beaucoup plus en interne également. Si on ne s'organise pas en interne, l'extérieur viendra prendre l'intérieur en otage. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est ça. Donc, je pense que la compétitivité de l'Afrique dépend des résolutions fermes que l'Afrique doit pouvoir prendre. Il faut que l'Afrique s'engage à dire, je dois protéger d'abord moi-même ma production. Je dois pouvoir stimuler moi-même ma production. Vous savez, un pays qui envoie beaucoup plus de marchandises contrefaites à l'extérieur ne se fait pas de bien. Ne se fait pas du tout de bien parce que dans ce cas, les devises que vous envoyez à l'extérieur ne vous arrangent en aucun cas. Et mieux, la contrefaçon échappe au fisc, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas des difficultés qui sont propres à l'Afrique, malheureusement. C'est des faits qu'on rencontre un peu partout dans le monde. Et l'autre chose, c'est une question de mentalité. Vous prenez un Africain aujourd'hui, il veut acheter un portable, il est tenté d'abord de savoir dans quel pays ça a été fabriqué, et dans quelle usine ça a quitté, et des considérations d'ordre subjectif. Ce qui fait que la consommation est orientée vers ces genre de critères. Ce qui est sûr, lorsque le contrefacteur sent que les Africains ont l'habitude de penser comme ça, il propose un produit par rapport à notre idéologie, et on nous envoie. Et automatiquement, nous allons vers ce produit et nous prenons le produit. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que les contrefacteurs envoient les produits en tenant compte de nous-mêmes, notre mentalité. Donc, la manière par laquelle nous avons l'habitude de se procurer des biens et des services, c'est de cette manière-là qu'eux-mêmes réfléchissent et nous envoient des produits. Et se disent que c'est des opportunités pour eux. Et donc, franchement, c'est des situations qu'il ne faut pas encourager parce que lorsque vous le faites, en réalité, vous perdez tout simplement beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur et cela ne vous arrange pas. Votre chiffre d'affaires en baisse, vous êtes obligé de licencier des gens. Vous savez, on ne peut pas vouloir quelque chose au contraire. On dit, nous voulons la croissance, nous voulons le développement, mais nous ne posons pas des actes qui nous stimulent vers la croissance, vers le développement. Au contraire, la contrefaçon, c'est un fait qui freine vraiment le développement. C'est un fait qu'il faut décourager avec la dernière vigueur. Et je pense que l'État a une lourde responsabilité en la matière. Casimir, l'Afrique victime, mais l'Afrique également coupable. Nous avons le Nigeria, le grand Nigeria à côté, qui, en matière de contrefaçon, est stigmatisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de produits fabriqués en Afrique ont du mal à entrer sur le marché international. C'est vrai, et puis, vous savez, au Bénin, il y a ce vocabulaire de paillot. Quand on parle de paillot, c'est que c'est venu du Nigeria, ou bien quand on vous dit que c'est made in Nigeria, c'est que c'est un
produit de bas niveau, de basse qualité. C'est un produit contrefait. Et aujourd'hui, le Bénin est un consommateur non modéré donc de ces produits griffés paillants. Aujourd'hui au Bénin, ça se consomme. Et en plus du Nigeria, vient s'ajouter de plus en plus à grand renfort médiatique les Shintok, vous l'avez cité tout à l'heure. La Chine aujourd'hui, c'est le premier pays exportateur donc de la contrefaçon dans le monde, et ça ne suffit pas. Ces messieurs, au moins, contrairement au Nigeria, la Chine envoie ses fils et ses filles donc accompagner ce produit sur le territoire, et c'est eux-mêmes que vous rencontrez donc dans nos grands marchés au niveau donc de Dantokwa. C'est encore des Chinois vous retrouvez qui vendent donc ces produits avec la complicité donc des nôtres, qui donc les aident en termes donc de langage avec les populations. Et après, c'est le CFA qui donc rentre sur le marché donc chinois. Vous savez, le continent africain est d'abord coupable avant d'être victime. Nous sommes coupables en ce sens que on s'amuse trop avec notre vie. On s'amuse trop avec notre économie. Quand c'est bon, on prend avec une certaine légèreté. Et quand c'est mauvais, qu'on dit oui, ça c'est bon, c'est de la qualité. En termes de boisson, par exemple, lorsque l'Africain doit consommer un produit, la boisson, il ne regarde pas forcément l'étiquette, ce qui est mis dessus, quels sont ses composants. Il suffit de secouer un peu la bouteille, que ça donne des bulles, et puis bon, c'est déjà de qualité. Ou bien il suffit d'inhaler un peu et puis de faire chose. Et c'est au sommet de l'État. Parce que lorsque ces produits rentrent sur le territoire, il doit y avoir des structures de contrôle, il doit y avoir des normes en termes de qualité. Il doit y avoir donc des vérifications qui doivent normalement se faire avant que véritablement ces produits n'aillent à la consommation. Aujourd'hui, n'importe qui, un quidam débarque sur le sol béninois, sur le sol africain, et puis il vient avec un produit. Il suffit juste que l'emballage soit de qualité, et puis allez, on laisse à la consommation. Il y a même des riz fabriqués en plastique qui ont envahi le continent africain. Il y a donc des saucissons, il y a des produits agroalimentaires qui, à la limite, c'est des déchets d'animaux qui ont été donc reconstitués, qui ont été recyclés et qui ont permis donc de produire cela. Ça pose un véritable problème. Et aujourd'hui, le géant nigérien est le premier donc indexé dans cette situation. Il faut véritablement que l'Union africaine, la CEDEAO, puisse donc se pencher sur cette question et interdire donc à ce géant de cesser donc de se comporter de la sorte. Alors, dites-nous, pourquoi finalement l'Afrique peine autant à traquer le faux? Oui, parce que pour le moment, les dirigeants politiques ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts pour prendre des mesures idoines pour pouvoir vraiment traquer le faux. Et mieux, et cette histoire de contrefaçon arrange un certain nombre de dirigeants parce qu'ils ont certainement des actions, ils ont certainement des responsabilités de ces entités-là, de ces cartels, de ces grands groupes-là qui envahissent notre pays. Et l'autre chose également sur le plan local, c'est pareil, ça ne nous arrange pas du tout parce que les gens se disent, bon, c'est la bonne manière pour moi d'avoir mon gagne-pain, donc de façon illégale naturellement, mais il faut les décourager. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore prêts, tout simplement. La réponse est très simple, l'Afrique n'est pas encore prête pour arrêter avec ce fléau-là. Parce que vous savez, s'il faut arrêter avec ce fléau, c'est aussi simple que ça. C'est juste faire des embargos sur des produits, c'est juste sécuriser les frontières, mettre des barrières d'entrée pour certains produits et contrôler la production locale. C'est pas compliqué. Légiférer, des tests pour pouvoir vraiment sécuriser cela. Mais rien n'a été fait. Est-ce que les tests constituent des solutions? Parce qu'il y a des pays où il y a des juridictions bien libellées, des tests bien libellés, mais la chose existe. Mais c'est déjà il y a des proportions données. Avoir des tests. Avoir des tests, c'est déjà un pas. Parce que quand il y a des tests et qu'on ne les applique pas, s'il y a des tests et que dans les hautes sphères, il y a des gouvernants qui sont des complices de ces contrefacteurs, est-ce que cela pourrait régler des choses? C'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas encore prêt. Parce que pour être prêt, c'est une question de mentalité. Il faut d'abord qu'un dirigeant se dise, bon, moi, je vais arrêter avec cela. Mais qui peut oser aujourd'hui dire, je vais arrêter avec cela? Non, la réponse, c'est que c'est non. Il n'y en aura pas. Donc, c'est l'absence de volonté, d'accord, individuelle, l'absence de volonté collective qui nous entraîne dans ça. Donc, aujourd'hui, personne n'est prêt à arrêter ça parce que ça les arrange. Ça arrange beaucoup de dirigeants. Beaucoup de dirigeants africains se disent, bon, j'ai mon compte parce que avant que les cartels, les grands groupes là,
ne viennent déverser les produits contrefaits dans votre pays. Vous pensez que c'est sans autorisation? Vous pensez que c'est sans accord des dirigeants? Les accords donnent, et il y a toujours des accords qui sont donnés. Ils vont rentrer dans le pays, investir dans le pays et déverser ces produits de basse qualité dans la population. Donc, c'est pour vous dire que les dirigeants ont naturellement un intérêt à ne pas le faire. Sinon, ils allaient le faire depuis des années. Parce qu'ils savent quand même les conséquences que nous tirons dans cette histoire-là. Ils savent comment cela brime l'économie nationale. Mais aucune action positive. Donc, je pense que c'est une mauvaise volonté de la part des dirigeants. Les dirigeants doivent prendre les taureaux par les cornes pour se dire il faut qu'on arrête avec ce fléau-là qui a autant vraiment dérangé notre économie nationale. C'est très important. Casimir Pidjo, le gouvernement apparemment semble dépassé par le phénomène. Les privés, les entreprises n'ont pas forcément les moyens de lutter contre. Quelles pourraient être les pistes de solution? Avant de dénoncer cette piste de solution, je voudrais abonder dans le même sens que vous pour dire que les textes de loi, c'est pas ce qui manque sur le continent. Et parfois même, ces dirigeants sont complices du vote de certaines lois qui favorisent la contrefaçon ou qui autorisent la contrefaçon. Je vais vous donner un exemple. Il y a une campagne contre un produit dans l'agriculture qui a été envoyé à travers le monde sur le glyphosate. Mais vous êtes dans un pays comme le Bénin où ce produit est consommé sans modération, ça n'inquiète personne. Vous vous demandez si on est dans un pays normal. Deuxième exemple, dans un passé très récent, un produit est venu à l'Assemblée, enfin, une proposition de loi ou un projet de loi a été envoyé à l'Assemblée nationale pour être voté contre, enfin, pour les OGM, pour l'adoption du Bénin, pour la présence désormais du Bénin des OGM, la présence des OGM au Bénin. Vous vous demandez si tout va normalement dans un pays comme celui-là. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est déjà de réduire les importations. Il faut sécuriser le marché. Il faut réduire les importations. Il faut aller maintenant vers la production de masse sur le continent. Que ce soit au niveau de l'agroalimentaire, que ce soit au niveau donc, de l'agro-industrie, que ce soit également au niveau des produits de consommation, parce que ce n'est pas que l'agro qui donc offre les services aux Africains. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Vous ne puissiez pas comprendre que le premier produit qui entre en ligne de compte donc, dans la production des appareils électroménagers, surtout des appareils 2.0, provient du continent africain et qu'au même moment, on parle de la contrefaçon sur ce continent-là. C'est véritablement un problème. Il faut que nos dirigeants cessent de se faire élire par les multinationales. Il faut qu'ils cessent d'être les amis et les copains de ces multinationales-là. C'est déjà ça. Parce qu'un multinational ne peut pas financer votre campagne, ne peut pas être à l'origine de votre élection et vous venez au pouvoir et vous lui tournez dos. Je vais citer beaucoup d'exemples. La présence de Bolloré la dernière fois sur le continent a été décriée au Togo. Tout simplement parce qu'il ne fait pas les choses dans les normes. Ne citons pas, nous sommes en train de parler de contrefaçon, ne citons pas des groupes dont on n'a pas la preuve qui sont dans des... La France a décrié les actions de ce monsieur sur le continent africain. Donc on peut le citer. Je le cite parce que l'affaire est là. La France elle-même n'est pas d'accord. Nous sommes en train de parler de contrefaçon, restons-y. Il y a beaucoup donc de facteurs aujourd'hui que nos dirigeants doivent intégrer. Si déjà les mères patries eux-mêmes dénoncent leurs propres fils dans ce qu'ils font, ce n'est pas à nous de ne pouvoir pas encourager donc, ces genres d'initiatives. Donc véritablement que la conscience collective commence par gagner nos dirigeants, que véritablement la production locale, parce que l'autre chose auquel il faut faire face, c'est quand nous allons réduire donc, les importations, il y aura un problème donc, d'insécurité qui risque donc de se poser sur le marché, parce que est-ce que nous sommes déjà prêts pour produire suffisamment pour nos populations? C'est ça aussi. Sinon, nous allons tomber encore dans l'abîme. Donc, véritablement, que tout ça soit pensé dans un même sillage pour que, pendant qu'on est en train d'interdire, que la production puisse donc augmenter pour que véritablement le continent puisse donc passer d'une phase transitoire à une phase de véritablement consommation et de production locale. Pourquoi ne pas donc assister désormais à des produits made in Africa sur le sol asiatique? Mais on a vu des Chinois confectionner du bomba et qu'ils ont ramené sur le continent. Pourquoi ne pas désormais produire donc des costumes et aller vendre aussi en France, aux États-Unis, un peu partout? Et mieux, j'aime souvent citer l'île Maurice en termes d'exemple. De tout temps et de tout siècle, l'île Maurice a toujours fabriqué des jeans
imposé donc à la Grande-Bretagne. Pourquoi ne pas donc copier ces modèles sur le continent africain? Rodrigue Raoul Rustico, nous sommes presque à la fin. Réduire les importations, renforcer la production locale, selon Casimir Pédior, constitue des solutions. Oui, naturellement, je le disais aussi tout à l'heure quand je développais, il faut renforcer la production locale, il faut décourager les importations. Parce que lorsque vous encouragez les importations, c'est une boîte à Pandore. Vous donnez tout simplement la chance alors à ces contrefacteurs d'envoyer des produits. Tout ce qu'ils veulent. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Casimir Pédior, directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie à Cotonou au Bénin. Raoul Rodrigue Rustico, analyste financier, fiscaliste, auditeur comptable senior et associé gérant du cabinet Phoenix Management au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.